Sénat français. Élus locaux, comment faire face au surcoût de la construction publique? La construction des bâtiments publics est une compétence majeure des communes qui assurent la maîtrise d'ouvrage de nombreux équipements de proximité, écoles, gymnases, salles de fêtes, stades, halles. Alors que les communes sont soumises à une pression budgétaire de plus en plus lourde, de nombreux élus locaux s'inquiètent de la forte augmentation des coûts de construction au cours des 2 dernières décennies. Ainsi, les maires bâtisseurs se verraient entravés dans leur capacité à construire ou à rénover les principaux bâtiments communaux dont ils ont la charge. Des collectivités sont même contraintes de renoncer à certains projets de construction devenus trop onéreux. Cette interpellation des élus a conduit la délégation aux collectivités territoriales à lancer une mission transpartisane avec plusieurs objectifs essentiels. En premier lieu, elle a souhaité poser un diagnostic aussi précis que possible afin d'objectiver la situation. Peut-on quantifier l'aggravation dans le temps des coûts de construction qui pèsent sur les collectivités territoriales et notamment sur les communes? En second lieu, la mission a cherché à identifier l'existence d'un éventuel lien de causalité entre ces surcoûts ainsi estimés et la multiplication des normes et des règles de la commande publique. Les auditions menées par la mission ont confirmé les inquiétudes ressenties par les élus locaux concernant la forte progression des coûts de construction et d'aménagement depuis 20 ans. En outre, les édiles locaux regrettent l'allongement des délais de construction et la multiplication des acteurs, instances et agences impliqués dans les opérations de construction. La mission a constaté qu'aucun des ministères interrogés n'a été capable de fournir à la mission des données précises sur l'évolution des coûts de construction pesant sur les communes. Chaque administration travaille en silo sous des normes poursuivant certes des intérêts légitimes mais sans se livrer à une réflexion globale sur le coût que ces normes ajoutées les unes aux autres font peser sur les finances locales. La mission s'est donc tournée vers le pôle sciences des données du Sénat pour évaluer la progression des dépenses de construction des collectivités locales. Cette situation résulte principalement d'une forte croissance en 2023 des marges des entreprises du bâtiment, lesquelles ont plus que répercuté la hausse des coûts de production sur le prix de vente de leur construction. S'agissant des recettes globales des collectivités territoriales, entre 2020 et 2024, elles ont progressé moins vite que les dépenses d'investissement de toute nature des collectivités. En parallèle, sur cette même période, l'épargne brute des collectivités territoriales a progressé à un rythme nettement plus faible que leurs recettes ou leurs dépenses en investissement. Aucune donnée ni aucune étude ne permet de déterminer précisément dans quelle mesure l'alourdissement normatif serait responsable de l'augmentation des coûts de construction supportés par les collectivités territoriales. Toutefois, dans le cadre d'une construction neuve, un effet d'apprentissage semble dans une large mesure neutraliser au bout d'environ 5 ans le coût de la nouvelle norme de construction. En revanche, dans le cadre d'une rénovation d'un bâtiment existant, l'alourdissement financier pesant sur les collectivités paraît réel, quoique difficile à estimer. Par ailleurs, le Conseil national d'évaluation des normes a évalué à environ 1 milliard d'euros net par an depuis 15 ans l'impact financier des normes applicables aux collectivités locales. Toutefois, il n'existe pas de données statistiques précises et complètes sur les normes qui ont un impact sur les coûts de construction à la charge des collectivités. La CNEN a émis le 3 juillet 2025 un avis défavorable sur le projet de décret relatif aux performances énergétiques et environnementales des bâtiments d'activité. Ce texte élargit la réglementation environnementale 2020 aux bâtiments dits territoires spécifiques, piscines, gymnases. Chez le collège des élus locaux du CNEN s'est dit favorable à l'objectif environnemental du texte. Il a exprimé plusieurs objections tenant au surcoût important estimé entre 6 et 12% du coût total de la construction pour les futurs équipements publics du fait de l'application
des nouvelles normes. Dans un contexte de tension budgétaire, ces exigences sont jugées insoutenables sans soutien financier. Un retour sur investissement trop lointain au regard de l'effort budgétaire nécessaire. La mise en œuvre du décret qui suppose un niveau d'expertise technique élevé. Par ailleurs, l'inflation normative affecte particulièrement les 5 codes qui régissent principalement l'activité des maires bâtisseurs. Les normes d'accessibilité, la protection de l'environnement, de performance énergétique et de sécurité sont les plus couramment pointées comme les plus coûteuses ou les plus impactantes pour les finances locales. Le rapport cite notamment l'étude dite Faune-Flore 4 saisons qui représente un coût généralement compris entre 10 000 et 60 000 euros. En outre, la réglementation environnementale dite RE 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, impose aux collectivités des normes coûteuses en matière de performance thermique pour certaines nouvelles constructions. Enfin, les normes de sécurité régissant le recours aux matériaux biosourcés comme le bois sont souvent décrites comme excessives ou disproportionnées, en particulier pour les bâtiments de faible hauteur. Cette situation pourrait expliquer le retard important que la France accuse dans la construction en bois par rapport à certains de ses voisins européens. Notre pays a souvent tendance à en faire trop alors que le droit communautaire impose déjà des règles contraignantes en matière de construction. 2 exemples de telles surtranspositions ou surréglementations ont été donnés lors des auditions. La RE 2020 et la responsabilité élargie du producteur, REP. Il s'agit de filières dans lesquelles les professionnels doivent organiser ou financer la collecte, le tri, le recyclage ou la valorisation des produits en fin de vie. La France a imposé une dizaine de filières REP supplémentaires qui vont au-delà des exigences communautaires. La commission d'enquête du Sénat sur la commande publique, qui a rendu ses conclusions le 8 juillet 2025, a formulé certaines recommandations visant à libérer les acheteurs publics et les entreprises des contraintes excessives du droit de la commande publique. Au terme de ces auditions, la mission souligne la pertinence de ces propositions. En effet, de nombreux élus ont pointé l'extrême complexité des règles de la commande publique qui pèsent en grande partie sur les acheteurs publics, freinant les bonnes volontés, ajoutant que les règles actuelles suscitent complexité et insécurité juridique. La commande publique est ainsi perçue comme un irritant et son cadre juridique comme un obstacle aux légitimes ambitions des maires bâtisseurs. Les six recommandations de la mission. Recommandation 1. Mesurer et évaluer systématiquement l'impact de toute norme de construction sur les finances locales. La mission appelle à modifier en profondeur notre fabrique des normes afin d'évaluer systématiquement et de manière préalable, pragmatique et raisonnable si les nouvelles règles de construction envisagées sont financièrement soutenables pour nos collectivités locales et toujours proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent. À défaut, le risque est que nos élus locaux abandonnent ou réduisent progressivement leurs projets d'investissement avec de multiples conséquences sur l'économie et les services publics. Cette nouvelle fabrique des normes doit aussi conduire le gouvernement à s'interroger systématiquement sur les démarches de transposition de ses voisins européens. Pourquoi la France s'engagerait-elle dans des normes qui vont au-delà des prescriptions de l'Union européenne? Recommandation 2. Alléger certaines normes de construction qui apparaissent comme disproportionnées au regard de l'objectif de protection des deniers publics. Même s'il est difficile de caractériser avec précision le lien entre les surcoûts de construction et l'inflation normative, la mission propose certaines voies d'amélioration pour alléger les normes applicables à la construction. Assouplir le calendrier de mise en œuvre de la RE 2020, revoir le zonage sismique en 2027, supprimer certaines études qui présentent un bilan intérêt contrainte limitée, créer une 6e catégorie d'établissements recevant du public, évaluer les lois d'exception avant d'envisager leur généralisation.
Recommandation 3. Simplifier les outils de la grande public afin de renforcer la capacité des collectivités à mieux contrôler les coûts de construction. Supprimer la procédure adaptée spécificité française non imposée par le droit communautaire. Autoriser tous les pouvoirs adjudicateurs à recourir librement à une procédure formalisée avec négociation sans avoir à le justifier. Inverser le régime actuel des variantes en les autorisant par principe sauf mention contraire. Mettre en place un passeport commande publique. Recommandation 4. Mieux négocier la rémunération des maîtres d'œuvre. Envisager une rémunération des maîtres d'œuvre sans se fonder nécessairement sur le seul coût des travaux. Dispenser les acheteurs publics de l'obligation de recourir à un architecte pour les constructions de faible importance. Retenir plusieurs lauréats dans le cadre du concours d'architectes. Recommandation 5. Confier à l'INSEE une mission de suivi annuel des coûts de construction pesant sur les collectivités locales. Objectif, améliorer la connaissance des données relatives aux coûts de construction pesant sur les collectivités locales. Recommandation 6. Actionner certains leviers pour maîtriser à droit constant les coûts de la construction. Une définition précise des besoins est une étape préalable essentielle. Inscrire les projets de construction dans le contexte local. Prendre en compte le coût global du projet. Renforcer l'expertise des acheteurs publics locaux. Développer la mutualisation des achats. S'appuyer davantage sur l'expertise départementale. Envisager le recours à l'intelligence artificielle. La construction des bâtiments publics relève d'une compétence majeure des collectivités, tout particulièrement des communes qui assument la maîtrise d'ouvrage de nombreux équipements de proximité, écoles, établissements et services d'accueil de jeunes enfants, maisons de santé, maisons d'assistance maternelle, salles des fêtes, stades, halles. Ces infrastructures structurent la vie locale et répondent à des besoins essentiels de nos concitoyens. Or, alors que les communes sont soumises à une pression budgétaire de plus en plus lourd, nombreux sont les élus locaux qui s'inquiètent de la forte augmentation des coûts de construction et d'aménagement au cours des 2 dernières décennies. Ainsi, les maires bâtisseurs seraient soumis à des contraintes qui entravent leur capacité à construire ou à rénover les principaux bâtiments communaux dont ils ont la charge. Les collectivités sont même contraintes de renoncer à certains projets de construction devenus trop onéreux. Cette interpellation des élus a conduit la délégation aux collectivités territoriales à lancer une mission transpartisane visant plusieurs objectifs essentiels. En premier lieu, elle a souhaité poser un diagnostic aussi précis que possible afin d'objectiver la situation. Peut-on quantifier l'aggravation dans le temps des coûts de construction qui pèsent sur les collectivités territoriales et notamment sur les communes? À titre d'exemple, combien coûte la construction d'un bâtiment public en 2025 par rapport à 2015 ou en 2005? Le surcoût dont les élus ont l'intuition est-il confirmé par les données disponibles? Comment se situe-t-il par rapport à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation? Est-il compensé par l'augmentation des recettes des collectivités? Le coût de la construction privée est-il supérieur au coût de la construction publique? Afin de tenter de répondre à ces interrogations avec une méthodologie rigoureuse et au regard de la carence de l'État en la matière, la mission a fait appel au pôle sciences des données du Sénat. En second lieu, la mission a cherché à identifier l'existence d'un éventuel lien de causalité entre ces surcoûts, ainsi estimés, et la multiplication des normes et des règles de la grande publique. Cette démarche éminemment complexe suppose de répondre aux questions suivantes. Le poids croissant des normes, performance énergétique, accessibilité, préservation de l'environnement, sécurité, prévention des inondations, archéologie préventive, ainsi que les règles de la commande publique imposent-ils aux collectivités territoriales, directement ou indirectement, des surcoûts de construction? Ces normes ou règles sont-elles toujours proportionnées, d'une part, à l'intérêt qu'elles protègent, d'autre part, à l'objectif ô combien essentiel
Dans le contexte budgétaire que chacun connaît, de protection des deniers publics, comment supprimer ou alléger les irritants du quotidien et faire émerger des solutions concrètes pour réduire la pression, pour réduire la pression normative et redonner du pouvoir d'agir aux élus locaux. S'agissant des règles de la commande publique, la mission a naturellement veillé à la bonne articulation de ses travaux avec ceux de la commission d'enquête sur les coûts et les modalités de la commande publique, qui a rendu ses conclusions le 8 juillet 2025. Certaines recommandations du rapport d'enquête concernent directement le champ de la présente mission et ont été reprises par vos rapporteurs. En outre, en accord avec la délégation sénatoriale aux Outre-mer, la mission n'a pas étendu son périmètre d'investigation aux départements et collectivités ultramarins. En effet, la délégation Outre-mer consacre déjà des travaux à ces questions de coûts de construction, lesquels appellent des réponses spécifiques en fonction des particularités de chaque territoire de l'outre-mer. À cet égard, vos rapporteurs se réjouissent que depuis le mois d'avril 2024, l'Union européenne permette aux régions ultra-périphériques de déroger au marquage CE pour faciliter l'importation de produits de construction. Obtenue grâce à la mobilisation des parlementaires et des autorités françaises, cette dérogation permettra notamment aux territoires ultramarins français de faire face à l'augmentation des prix du fret et de l'approvisionnement en matériaux de construction, grâce à un régime de exception. Les auditions menées par vos rapporteurs ont confirmé les inquiétudes ressenties par les élus locaux concernant l'envolée des coûts de construction et d'aménagement depuis 20 ans. Ces inquiétudes sont plus vives chez les élus des communes rurales dont les marges de manœuvre budgétaires sont plus étroites. Les édits locaux ont également insisté sur deux autres motifs de préoccupation: l'allongement des délais de construction et la multiplication des acteurs, instances et agences impliquées peu ou prou dans les opérations de construction. Ces deux facteurs génèrent en eux-mêmes des coûts de gestion interne pour les collectivités. Recrutement de personnel qualifié, recours à des bureaux d'études, qui s'ajoutent donc aux surcoûts de construction, stricto sensu évoqués plus haut. En d'autres termes, les élus locaux dressent un constat sans appel: une construction publique en 2025 est à la fois plus onéreuse, plus longue et plus complexe qu'il y a 10 ou 20 ans. Toutefois, les associations des locaux entendues par vos rapporteurs n'ont pas été en mesure d'objectiver ce constat empirique, faute de données précises disponibles. Vos rapporteurs ont donc cherché à savoir s'il était possible d'objectiver l'inquiétude ressentie par les élus locaux. Ils ont constaté, non sans surprise, que tous les ministères interrogés ont été incapables de fournir à la mission des données précises sur l'évolution des coûts de construction pesant sur les communes. Chaque administration travaille en silo sur des normes poursuivant certes des intérêts légitimes, mais sans se livrer à une réflexion globale sur le coût que ces normes ajoutées les unes aux autres font peser sur les finances locales. Vos rapporteurs se sont donc tournés vers le pôle sciences des données du Sénat, ainsi que vers les professionnels du secteur de la construction. Les questions suivantes leur ont été posées. Peut-on quantifier l'aggravation dans le temps des coûts de construction et d'aménagement qui pèsent sur les communes? Cette aggravation affecte-t-elle dans les mêmes proportions une construction publique et privée? Lors de leur audition, les professionnels n'ont pas été en mesure d'apporter de données précises, en fournissant une typologie de bâtiments publics, écoles, établissements et services d'accueil de jeunes enfants, maisons de santé, maisons de assistants maternels, salles des fêtes, stades, halles et poubelles. En revanche, de nombreuses auditions se sont accordées sur un chiffre: le coût de construction d'une école a progressé. Depuis 20 ans, d'environ 4 à 5 ans par an,
En 2025, une école coûterait donc en moyenne et à surface identique entre 2,19 et 2,65 fois plus cher qu'en 2025. Toutefois, le pôle sciences des données du Sénat n'a pas été en mesure de confirmer cette progression. À partir des données de comptabilité nationale produites par l'INSEE ou Eurostat, sur 20 années complètes entre 2005 et 2024, les coûts de production du bâtiment supportés par les entreprises de construction ont progressé en moyenne de plus 2,1% par an pour atteindre une croissance totale de 49%. Cette évolution résulte principalement de l'augmentation des prix de l'énergie et des matériaux. La hausse des coûts d'un bâtiment est particulièrement marquée en 2022, plus 6,6%, et 2023, plus 4%. Le graphique ci-dessous retrace l'évolution de l'indice des coûts dans le secteur du bâtiment et celui du secteur des travaux publics. Cette progression des coûts de production pour l'entreprise a été plus forte que celle de l'indice des prix à la consommation, qui, elle, a augmenté en moyenne de plus 1,9% par an. Sous cette même période, 2005 à 2024, pour atteindre une croissance totale de plus de 42%. Concernant les dépenses d'investissement effectivement réalisées par les collectivités territoriales et destinées à la construction des bâtiments publics sur la période de 2005 à 2024. Les données ne sont disponibles qu'au prix d'une extrapolation. En effet, Eurostat ne fournit que les montants d'investissement des collectivités territoriales sans distinction. Toutefois, l'investissement en construction représente chaque année, sur le champ de l'ensemble des administrations publiques, environ 60% de l'ensemble de l'investissement. On peut faire l'hypothèse que ce pourcentage concerne aussi les collectivités territoriales. Sur la période 2005 à 2024, les dépenses d'investissement globales sans distinction ont progressé en moyenne de 3% par an, soit une hausse totale de 66%. Cette moyenne dissimule de fortes disparités puisque les dépenses ont augmenté de 39% sur la seule période 2020 à 2024. Cette progression, très difficilement soutenable pour les collectivités dont les ressources financières sont limitées, est plus forte que celle des coûts de production du bâtiment, mentionnés supra. En d'autres termes, les dépenses de construction des collectivités ont depuis 20 ans progressé plus vite que les coûts de production supportés par les entreprises du bâtiment. Quelles sont les causes de cette situation défavorable aux collectivités ? Comme l'indique le pôle sciences des données du Sénat, la différence entre le coût de production et le coût pour la collectivité est principalement portée par la marge réalisée par l'entreprise. Une mesure de cette marge en comptabilité nationale est l'excédent brut d'exploitation, EBE, qui est égal à la valeur ajoutée diminuée de la rémunération des salariés, des autres impôts sur la production et augmentée des subventions d'exploitation. Les entreprises ont fait face, comme indiqué au graphique 1, à d'importants surcoûts de production en 2022 et 2023. L'analyse de leur EBE révèle qu'en 2023, les entreprises du secteur de la construction ont réalisé la plus forte croissance de leur marge depuis 1990, avec une progression de celle-ci de 23% par rapport à 2022, ce qui représente une augmentation de 9 milliards de leur EBE. C'est pourquoi il est possible d'affirmer que les entreprises du bâtiment ont depuis 2023 plus que répercuté la hausse des coûts de production sur leur prix de vente de leur construction au détriment des maîtres d'ouvrage tels que les collectivités territoriales. Lors des auditions, certains ont ainsi parlé d'effet d'aubaine. S'agissant des recettes des collectivités territoriales, il convient de distinguer deux périodes. Entre 2005 et 2019, la progression des recettes était peu à peu près équivalente.
à celle des dépenses en investissement, respectivement 2,7% et 2,2% en moyenne chaque année, soit 31% et 45% sur la période de 2005 à 2019. Entre 2020 et 2024, les recettes des collectivités territoriales n'ont pas progressé au même rythme que les dépenses de construction des collectivités. En effet, les recettes ont progressé sur la période de 50 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de 19%. Quant aux dépenses en investissement, construction ou autres, elles ont, comme indiqué plus haut, augmenté de 39% sur cette même période, soit 21 points de plus que l'ensemble des recettes perçues par les collectivités. Le graphique suivant fait donc apparaître un décrochage entre les dépenses d'investissement et les recettes globales à partir de 2020. Décrochage qu'on peut sans doute mettre en relation avec l'aggravation de l'endettement des collectivités territoriales. En parallèle, l'épargne brute des collectivités territoriales a fortement progressé entre 2020 et 2022, afin de se replier en 2023 et 2024. Ainsi, sur la période 2020 à 2024, l'épargne des collectivités territoriales a progressé à un rythme nettement plus faible que leurs recettes ou leurs dépenses en FBCF. En outre, il ressort des auditions que les entreprises imposeraient des prix de construction plus élevés dans le cadre d'un ouvrage public que dans celui d'un ouvrage privé. Cette différence ne résulte pas des normes applicables, puisque comme l'a souligné la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère en charge de la transition écologique, les constructions publiques et privées sont soumises aux mêmes règles de fond: code de la construction et de l'habitation, code de l'urbanisme, code de l'environnement. En revanche, deux facteurs ont été couramment cités pour expliquer l'écart entre le coût public et le coût privé. En premier lieu, les professionnels de la construction prendraient en compte et anticiperaient les subventions publiques perçues, ce qui renchérirait mécaniquement les coûts de la construction. En second lieu, les contraintes procédurales liées aux règles de la commande publique engendrent des coûts pour les opérateurs économiques qui les répercutent généralement dans le montant de leur offre. Toutefois, si ces observations empiriques ont été souvent formulées lors des auditions, aucune personne ou structure entendue par vos rapporteurs n'a été en mesure d'évaluer dans quelle proportion une construction privée serait moins onéreuse qu'une construction publique. Aucun pourcentage n'a ainsi été fourni à vos rapporteurs pour mesurer un éventuel écart entre le coût d'un ouvrage public et celui d'un ouvrage privé, à caractéristiques égales. Le pôle sciences des données du Sénat, interrogé par vos rapporteurs, souligne que les données font défaut pour confirmer ou informer un écart entre le secteur public et le secteur privé. Certes, l'évolution du prix de l'investissement en construction supporté par les administrations publiques est supérieur depuis 2020 à celui des entreprises. Mais au sens de la comptabilité nationale, l'investissement en construction inclut le génie civil et les travaux spécialisés, notamment l'entretien et la rénovation. Or, d'une part, le prix dans le génie civil a fortement augmenté depuis 2020. D'autre part, le génie civil représente une part nettement plus importante de la FBCF au sein des administrations publiques que chez les entreprises. Le décrochage entre le secteur public et le privé résulte donc d'un effet de composition. Comme l'a expliqué l'INSEE à vos rapporteurs, le niveau des prix dans la construction a fortement augmenté en 2021 et 2022, et plus encore pour les administrations publiques par rapport aux personnes morales privées. L'écart entre secteurs institutionnels s'explique par une évolution très marquée des prix dans le génie civil, qui représente une part importante de la FBCF des administrations publiques de l'ordre de 43%, et une part plus modeste de la FBCF des personnes morales privées, 15%. Le prix dans le génie civil qui s'applique pour tous les secteurs institutionnels est directement déduit de l'indice des coûts de production sur le génie civil. Plus dynamique que le reste des prix,
la différence de prix entre la FBCF des APU et des entreprises sur la construction est donc liée à un effet de composition. Non seulement le coût de la construction pèse de plus en plus lourd sur les finances locales, notamment depuis 2020, dans un contexte budgétaire que chacun connaît, mais en outre, de nombreuses auditions ont souligné que cette augmentation des prix risquait d'emporter de lourdes conséquences. En premier lieu, des collectivités sont contraintes de renoncer à certains projets de construction devenus trop onéreux. Ces abandons sont eux-mêmes préjudiciables en ce qu'ils découragent la construction de bâtiments neufs ou la rénovation de bâtiments existants. Les surcoûts de construction empêchent donc de satisfaire certains besoins de la population et conduisent à retarder l'atteinte des objectifs d'économie d'énergie ou d'accessibilité. En second lieu, l'augmentation des prix de la construction risque de s'accompagner d'une dégradation de la qualité des ouvrages. En effet, les constructeurs et les collectivités pourraient chercher à contenir la majoration des coûts par des prestations plus limitées, donc moins durables, par exemple en recourant à des techniques ou des matériaux moins onéreux mais moins pérennes. Or, comme l'a justement souligné l'Union nationale des économistes de la construction, il importe de raisonner en termes de coût global, en prenant en compte le cycle de vie d'un projet, plutôt que de se concentrer sur les seuls coûts initiaux. Certes, ces derniers peuvent en apparence être attractifs pour une commune, mais peuvent à terme générer des surcoûts importants. Ce point est d'ailleurs au cœur de la première recommandation du présent rapport. Il résulte des développements précédents que la forte progression des coûts bâtimentaires depuis 20 ans, qui pénalise lourdement les élus locaux, semble reposer principalement sur la hausse de l'énergie et des matières premières, ainsi que sur une forte augmentation des marges des entreprises du bâtiment, notamment depuis 2023. En outre, il semble que les entreprises imposeraient des prix de construction plus élevés dans le cadre d'un ouvrage public que dans celui d'un ouvrage privé. Aucune donnée ni aucune étude ne permet de déterminer dans quelle mesure l'alourdissement normatif serait également responsable et dans quelle proportion de cette augmentation des coûts de construction supportés par les collectivités territoriales. Toutefois, les auditions ont permis de caractériser l'existence d'un éventuel lien de causalité entre les surcoûts de construction et la multiplication des normes régissant ce secteur. Ce lien paraît dépendre de la nature des travaux engagés. Dans le cas d'une construction neuve, un effet d'apprentissage semble dans une large mesure neutralisé au bout d'environ 5 ans. Le coût de la nouvelle norme de construction, en revanche, dans le cadre d'une rénovation d'un bâtiment existant, l'alourdissement financier pesant sur les collectivités paraît réel, quoique très difficile à estimer. Prenons l'exemple de la réglementation environnementale RE 2020. L'UNTEC a mis en avant qu'une nouvelle réglementation génère souvent un surcoût pour une construction neuve de 3 à 5% sur la première année suivant la mise en application de la norme de construction. Cette augmentation sera ensuite stable les 4 années suivantes. Pas de nouvelle hausse des prix avant de connaître un recul plus ou moins important. En effet, les représentants des économistes de la construction ont mis en avant l'existence d'un effet d'apprentissage, défini comme un phénomène d'assimilation des évolutions technologiques nécessaires à l'intégration de normes de construction toujours plus exigeantes. Dans la première période, tous les acteurs de la construction appliquent la nouvelle réglementation en recourant à des concepts et, et, et équipements nouveaux ou innovants et mal maîtrisés. Puis les années suivantes, les concepts s'optimisent
et les fournisseurs proposent des équipements plus adaptés et plus simples. Cet effet d'apprentissage est d'autant plus rapide dans notre pays que les professionnels français de la construction sont reconnus parmi les meilleurs au monde, comme l'ont souligné de nombreuses personnes entendues par vos rapporteurs. La courbe la plus haute en bleu représente une projection théorique hors effet d'apprentissage, augmentation de 8% en 2032 par rapport à 2021. La courbe du milieu en rouge concerne l'hypothèse où le coût de construction subira en 2032 une augmentation de 3,8% par rapport à 2021. Du seul fait de l'application de la nouvelle réglementation, la courbe du bas en vert vise l'hypothèse où le coût de construction sera en 2032 légèrement inférieur à son niveau de 2021, baisse de 0,5%. Ce graphique met donc en évidence que dans l'hypothèse la plus défavorable aux collectivités, l'effet d'apprentissage modère l'augmentation des coûts de construction, 3,8% avec l'effet d'apprentissage au lieu de 8% sans cet effet. Dans l'hypothèse la plus favorable, cet apprentissage conduit à un retour à la normale des prix. Si l'effet d'apprentissage permet, dans une certaine mesure, de contenir l'impact financier de nouvelles normes de construction sur le bâti neuf, tel ne semble pas être le cas des rénovations de bâtiments existants. Toutefois, là encore, les données font défaut pour évaluer un tel surcoût normatif généré par la mise en œuvre de nouvelles réglementations. Afin de mesurer l'impact financier des normes de construction imposées aux collectivités territoriales, vos rapporteurs se sont également rapprochés du Conseil national d'évaluation des normes, créé en 2013 à l'initiative du Sénat. En effet, cette instance est chargée d'évaluer l'impact technique et financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. Article 1212-2 du Code général des collectivités territoriales doivent être regardées comme des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, soit les normes qui les concernent spécifiquement ou principalement, soit les normes qui affectent de façon significative leurs compétences, leur organisation, leur fonctionnement ou leurs finances. Selon le CNEN, 4416 normes nationales sont entrées en vigueur depuis 2009 concernant les collectivités, soit 294 normes en moyenne par an, avec un impact cumulé pour les collectivités chiffré à environ 1 milliard d'euros net par an depuis 15 ans. Cette moyenne dissimule toutefois de très fortes disparités selon les années, comme l'illustre le tableau. Toutefois, il n'existe pas de données statistiques précises et complètes sur les normes qui ont un impact sur ce coût de construction et d'aménagement à la charge des collectivités. En effet, d'une part, 80% des textes du gouvernement soumis au CNEN ne font l'objet d'aucune évaluation financière. Ainsi, de 2023 à 2025, le CNEN a décompté 44 textes concernant le secteur de la construction. Sur ces 44 textes, seuls 9 ont fait l'objet d'une estimation de leur coût. D'une part, même quand le gouvernement remet au CNEN des fiches d'impact, ces derniers ne remplissent pas la mission qui leur est assignée, au lieu de fournir une aide objective à la décision. Elles apparaissent comme un outil d'auto-justification ou de plaidoyer pro domo. Ainsi, de nombreuses fiches d'impact présentent un impact financier mal renseigné ou occultant la charge pour les collectivités en termes de gestion interne, recrutement et formation du personnel, résultant de la mise en œuvre des nouvelles normes proposées par le ministère porteur. En outre, les fiches d'impact ne prévoient pas d'évaluation à 3 ou 4 ans pour mesurer l'écart éventuel entre la prévision et la réalisation. Enfin, elles n'intègrent pas l'effet d'apprentissage espéré à 5 ans.
Vos rapporteurs ne peuvent que regretter, dans le droit fil du rapport sur l'addiction aux normes, publié en janvier 2023, que le CNEN n'ait pas reçu la compétence de certifier le sérieux, la rigueur et la méthodologie des fiches d'impact qui accompagnent les projets de textes réglementaires qui lui sont soumis. Au demeurant, il ne dispose pas actuellement des moyens humains nécessaires à l'exercice d'une telle mission de contre-expertise. Un renforcement des liens du CNEN avec des organismes tels que l'Institut national de la statistique et des études économiques pourrait permettre de pallier ces insuffisances et assurerait ainsi le pilotage statistique et économique de la politique d'évaluation. Il conviendrait donc de créer au sein de l'INSEE une cellule dédiée au CNEN sur le modèle de ce qui pratique en Allemagne. Un tel partenariat apparaît indispensable dès lors que le CNEN ne dispose pas de profil d'économiste ou de statisticien dans son équipe. Dans les médias, vos rapporteurs recommandent au ministère le respect le plus scrupuleux de la circulaire du Premier ministre, numéro 6502, relative à l'évaluation préalable des textes normatifs et à la maîtrise du flux réglementaire, publié le 1er septembre 2025. Ce texte insiste notamment sur la nécessité de bien mesurer l'impact des projets de texte sur les collectivités territoriales. Doivent être évaluées les incidences techniques, financières et organisationnelles sur les collectivités territoriales, notamment les compétences. L'emploi public, en équivalent temps plein annuel travaillé, la charge administrative ou encore le mode de financement assuré, transfert de charges, modification de l'équilibre du budget, une attention particulière doit être portée à cette rubrique pour les dispositions soumises à l'examen du Conseil national d'évaluation des normes. Force est de constater qu'aujourd'hui, cette attention est insuffisante. Ainsi, lors de son audition par vos rapporteurs, Gilles Garez, président du CNEN, a souligné que ce dernier se montrait très vigilant sur les conséquences financières des textes examinés, car le sujet des finances publiques et en leur sein celui des finances locales devient de plus en plus préoccupant. Certes, plusieurs études d'impact sont complexes à réaliser car elles dépendent d'une multitude d'hypothèses. Dans ce cas, il conviendrait de proposer plusieurs variantes de coûts prévisionnels autour de deux scénarios extrêmes et d'une option intermédiaire pour mieux éclairer les avis du CNEN. En tout cas, notre conseil est décidé à se montrer plus sévère à l'avenir quant à la qualité des études d'impact et à refuser l'examen de textes insuffisamment documentés. À titre d'exemple, le CNEN a émis le 3 juillet 2025 un avis défavorable sur le projet de décret relatif aux performances énergétiques et environnementales des bâtiments d'activité. Ce texte pris pour application de l'article 171-1 du Code de la construction et de l'habitation s'inscrit dans le prolongement de la réglementation environnementale 2020. Il a pour effet de définir les niveaux minimums d'exigence sur les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs et extensions de bâtiments en France métropolitaine. Le projet de décret a pour objet d'élargir le dispositif du décret de 2021 à 9 typologies de bâtiments supplémentaires, dites tertiaires spécifiques. Tout en soutenant les objectifs environnementaux, le collège des élus du CNEN a estimé que ce projet illustrait la tension croissante entre
entre soutenabilité économique et objectifs environnementaux, qui ne pourra être surmonté sans un dialogue entre les collectivités et l'État et une programmation réaliste des obligations à, à venir. Si le collège des élus s'est dit favorable à l'objectif du texte, dont la vocation est de renforcer les exigences environnementales dans la construction, il a exprimé plusieurs objections tenant au surcoût important estimé entre 6 et 12% pour les futurs équipements publics, du fait de l'application des nouvelles normes, conception bioclimatique, matériaux biosourcés, ventilation performante. Dans un contexte de tension budgétaire, ces exigences sont jugées insoutenables sans soutien financier. Un retour sur investissement trop lointain au regard de l'effort budgétaire nécessaire, les bénéfices liés aux économies d'énergie ou de fonctionnement peuvent ne se matérialiser qu'au bout de 20 à 30 ans. À la mise en œuvre du décret qui suppose un niveau d'expertise technique élevé, accompagnement à la conception, rédaction des pièces techniques, justification des performances, que les petites communes ne sont pas toujours en mesure d'assumer, faute d'ingénierie suffisante. En, en conséquence, le collège des élus a demandé un moratoire immédiat afin de laisser le temps aux collectivités de sécuriser leur financement et de s'approprier les nouveaux outils nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles normes. Les élus appellent à une mise en œuvre progressive, différenciée, selon la taille des collectivités et à un accompagnement renforcé de la part de l'État, tant sur le plan technique que financier. À défaut de disposer de chiffres précis permettant d'appréhender les surcoûts de construction pesant sur les collectivités, vos rapporteurs ont pris connaissance des derniers indicateurs de l'activité normative, publiés en mai 2025 par le secrétariat général du gouvernement. Ils révèlent que l'inflation normative affecte particulièrement les 5 codes qui régissent principalement l'activité des maires bâtisseurs. Le code de la construction et de l'habitation, le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, le code du patrimoine et le code général des collectivités territoriales. Or, plus les normes sont nombreuses, plus elles risquent de générer des contradictions. Plus elles sont complexes, plus elles risquent d'être interprétées différemment selon le service ou l'agent en charge de leur respect. Dans les deux cas, les normes génèrent nécessairement pour les collectivités, notamment les plus petites, des coûts cachés de gestion interne. Comme l'ont souligné de nombreuses personnes entendues par vos rapporteurs, cette inflation normative génère aussi des coûts pour les constructeurs qui sont répercutés sur le maître d'ouvrage public ou privé. Certes, ces données ne permettent pas de tirer des conclusions définitives tant il est délicat d'établir une corrélation directe entre l'inflation normative et les surcoûts de construction des bâtiments publics. Il paraît toutefois difficilement contestable que cette inflation génère des coûts, directs ou indirects, pour les collectivités auxquelles s'appliquent ces normes toujours plus nombreuses et complexes. L'envolée des coûts bâtimentaires depuis longtemps est multifactorielle. À défaut de données disponibles, il n'est pas possible de distinguer au sein des facteurs qui expliquent l'augmentation des coûts de construction et de rénovation sur les 10 ou 20 dernières années, la part imputable à chacun de ces facteurs et par voie de conséquence au seul facteur norme. En d'autres termes, la mission n'est pas en mesure de caractériser et d'évaluer cette responsabilité
normative de manière précise et documentée. A fortiori, il n'est pas possible au sein des différentes normes de construction de distinguer chiffres à l'appui celles qui seraient les plus budgétivores des autres. C'est pourquoi vos rapporteurs ont souhaité à minima recueillir le ressenti des principaux acteurs concernés, à savoir les élus locaux et les professionnels de la construction. Ces derniers ont donc été interrogés sur les normes qui, selon eux, imposent aux maires bâtisseurs la charge financière la plus lourde. De, euh, les normes d'accessibilité, de protection de l'environnement et de performance énergétique ont été les plus couramment pointées comme les plus coûteuses ou les plus impactantes. Certains acteurs ont estimé, sans s'appuyer sur aucune étude, que ces normes seraient responsables de 10 à 40% de l'augmentation du coût de la construction depuis 20 ans. Au terme de ces auditions, la mission rejoint le constat dressé en 2023 par nos collègues Guylaine Pantel et Jérôme Bacher dans leur rapport sur l'impact des décisions de l'État sur l'équilibre financier des collectivités territoriales. En effet, vos rapporteurs ont constaté que de nombreux élus mettent en avant le coût très élevé des normes d'accessibilité, en particulier celles bénéficiant aux personnes à mobilité réduite. Tout en défendant le caractère inclusif de ces mesures, 20 ans après le vote de la loi fondatrice du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, ils soulignent que les petites collectivités n'ont pas toujours les moyens de mettre en œuvre ces mesures de manière généralisée. En pratique, le respect des normes d'accessibilité se fait parfois au détriment d'une certaine qualité bâtimentaire. Les élus locaux sont donc nombreux à plaider pour des ambitions plus mesurées en matière d'accessibilité. Le Code de la construction et de l'habitation définit ainsi un bâtiment ou aménagement accessible à tous. Un bâtiment ou un aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, de pouvoir utiliser les, les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles, motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes. Article L111-1 du Code de la construction et de l'habitation. Au regard de ces exigences, seuls 900 000 établissements recevant du public ERP sur les 2 millions que compte le pays sont aujourd'hui engagés dans une démarche de mise en accessibilité. Lors des auditions, aucun chiffrage précis n'a pu être donné pour illustrer in concreto l'impact financier pour les collectivités des normes d'accessibilité qu'elles doivent respecter pour les constructions. En revanche, la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le délégué ministériel à l'accessibilité ont mis en avant le fait que les surcoûts étaient faibles dans le cadre des nouvelles constructions, dès lors que l'accessibilité était bien intégrée, ab initio, dans la conception du bâtiment. Vos rapporteurs relèvent toutefois que s'agissant des constructions neuves, le gouvernement ne semble pas prendre en compte le fait que ces normes génèrent une plus grande consommation d'espace et par voie de conséquence entraînent de ce seul fait des surcoûts pour les collectivités. Lors des auditions, élus comme professionnels ont souvent pointé les normes environnementales comme générant des coûts et des délais importants pour les maires bâtisseurs. En effet, toute personne projetant une construction ou un aménagement doit examiner l'environnement dans lequel son projet s'implante. L'ampleur de ce projet et de ses impacts potentiels détermine le type d'inventaire nécessaire et le contenu du dossier à constituer
auprès de la DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. L'étude dite Faune-Flore 4 saisons, qui peut s'imposer aux élus en fonction de plusieurs paramètres fixés dans le Code de l'environnement, a ainsi souvent été citée. Il s'agit d'une analyse écologique approfondie qui vise à inventorier et évaluer la biodiversité d'un site sur une année complète. Cette étude est placée sous la responsabilité juridique et financière du porteur de projet. Objectif de l'étude Faune et Flore 4 saisons. 1. Réaliser des observations de terrain sur 4 saisons pour couvrir le cycle biologique complet des espèces. Inventorier la faune et la flore présentes sur le site étudié. Identifier les espèces, leur répartition, évaluer l'état des populations et des habitats. Détecter les espèces migratrices, hivernant ou celles dont l'activité varie selon les saisons. Collecter des données selon des protocoles scientifiques adaptés à chaque groupe d'espèces. Analyser et cartographier les données recueillies pour comprendre la distribution des espèces et identifier les zones sensibles. L'objectif de cette étude est donc de pouvoir obtenir une compréhension complète de l'écosystème tout au long de l'année, afin d'évaluer les impacts potentiels d'un projet sur l'environnement et de proposer des mesures de préservation adaptées. Ces études génèrent des contraintes importantes pour les collectivités. Non seulement elles allongent par définition le projet d'un an, mais en plus elles représentent un coût généralement compris entre 10 000 et 60 000 euros sur les personnes entendues par vos rapporteurs. En effet, le coût moyen d'une étude 4 saisons varie sensiblement selon l'étendue géographique du site ainsi que selon les enjeux écologiques. Petit projet, moins de 5 hectares, entre 10 000 et 25 000 euros. Projet intermédiaire, entre 5 et 20 hectares, entre 15 000 et 35 000 euros. Grand projet, plus de 20 hectares, au projet plus petit, mais à fort enjeu écologique, entre 30 000 et 80 000 euros. Troisième famille, les normes pointées par les élus comme budgétivores, les normes de performance énergétique. Comme le souligne le rapport de Boris Ravignon analysant les données précitées du CNEN, les textes les plus coûteux pour les collectivités appartiennent au champ de la transition écologique et énergétique. Lors des auditions, la réglementation environnementale dite RE 2020, plus exigeante que la précédente dite RT 2012, a souvent été citée. Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, elle impose aux collectivités des normes coûteuses en matière de performance thermique pour certaines nouvelles constructions. Cette réglementation a vu ses exigences rehaussées au 1er janvier 2025. En réponse à une question écrite posée par un député, le gouvernement a reconnu que la RE 2020 entraîne des surcoûts à la construction. Pour autant, il semble évoquer un effet d'apprentissage, probablement pour relativiser l'impact de cette nouvelle réglementation. Après 2 ans d'application des premières exigences de la RE 2020, un retour d'expérience a été mené auprès des professionnels de la construction qui ont apporté environ 60 contributions au total. Ces retours ont confirmé la bonne appropriation de la réglementation par les acteurs et son efficacité pour atteindre les cibles visées. Consciente des défis actuels du secteur de la construction,
La ministre du Logement Valérie Létard a lancé en mars 2025 une mission d'observation et d'évaluation de la RE 2020 confiée à l'économiste Robin Rivaton afin de maîtriser les coûts des nouvelles normes. Les conclusions de cette réflexion ont été rendues le 10 juillet 2025. Selon le communiqué de presse de lancement, cette mission s'inscrit dans une volonté claire de simplifier les démarches pour les collectivités territoriales, tout en gardant une ambition forte en matière de transition écologique. Ce même communiqué précise: nous devons trouver l'équilibre des normes qui permet des projets plus rapides sans renoncer à nos objectifs environnementaux. Il est essentiel de pouvoir adapter nos réglementations pour tenir compte des réalités du terrain. Vos rapporteurs se réjouissent de cette prise de position qui pourrait conduire le gouvernement à assouplir cette réglementation franco-française, qui ne découle d'aucune directive communautaire. Ils ont pu en effet constater lors de leur audition que toutes les réglementations de performance énergétique sont perçues par les collectivités avant tout comme une charge nette. En effet, les gains en fonctionnement paraissent limités et aussi aléatoires, surtout lorsque le bâtiment n'est pas utilisé en permanence, de sorte que les retours sur investissement sont tardifs. Parfois, au bout de 20 ans d'utilisation, des bâtiments, à titre d'exemple, dans le cas d'un bâtiment dont l'application de la RE 2020 générerait un surcoût de 20 000 € pour 1 000 € d'économie d'énergie annuelle réalisée. La rentabilité ne serait garantie qu'au bout de 20 ans. Vive la France, vive la démocratie!